Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Thérapeute Kids. Ça fait quelques mois que je suis pas venue par ici et j'avais envie de renouveler un petit peu les formats que je vous propose. Donc vous pouvez aujourd'hui, peut-être que soit vous m'entendez en audio uniquement sur votre plateforme de podcast préférée, mais vous pouvez aussi me retrouver avec cet épisode sur YouTube où j'ai créé un petit PowerPoint pour accompagner cet épisode et pour parler d'un sujet qui me semble important. J'en ai fait un carrousel sur Instagram il y a quelques semaines, mais j'avais envie de revenir dessus parce que je trouve que ce sujet revient très très souvent. Dans les supervisions par exemple. En tout cas, c'est quelque chose qui peut vite nous bloquer quand on accompagne les enfants et les ados. Et donc, si vous accompagnez avec l'hypnose, puisque c'est ce dont on va parler aujourd'hui, on va voir un petit peu quels sont les leviers que vous pouvez activer justement quand il y a ce je sais pas qui pour moi peut être extrêmement puissant, alors que c'est souvent une phrase qu'on redoute finalement parce qu'on se dit mince, est-ce que c'est un je sais pas de cet ado qui vraiment sait pas quoi me répondre et nous on a l'impression de pédaler un petit peu dans la choucroute et on sait pas trop quel levier activer pour aller au-delà de ce je ne sais pas, ou est-ce que c'est un je sais pas avec un peu plus de nonchalance où on sent qu'il y a un défaut d'engagement de la part de l'ado, et donc de la même manière, il y a des leviers à activer, et c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Donc souvent, quand on se forme à accompagner les enfants et notamment quand on se forme en hypnose thérapeutique, on nous prépare à savoir quoi faire. Donc, on accumule des connaissances, on va maîtriser des outils, on va apprendre des protocoles, apprendre comment les dérouler, les différentes étapes, etc. Donc ça, c'est super, c'est plutôt rassurant. Sauf que concrètement, la réalité du cabinet, elle est quand même assez différente. C'est-à-dire que on n'a pas juste à dérouler un protocole, on se retrouve en face d'un enfant, un ado, avec une personnalité unique, avec une maturité psycho-affective qui lui est propre. Et donc, on va devoir bien évidemment adapter ce qu'on fait. Et il suffit pas de dérouler un protocole qu'on aurait appris par cœur. C'est-à-dire que c'est vraiment la différence entre être un excellent technicien et devenir vraiment praticien au sens où on va savoir comment accompagner. Voilà, là, on se rend compte que quand on est en cabinet, la réalité est quand même souvent très différente de ce qu'on apprend pendant la formation. Et donc, c'est important de se dire, OK, comment je vais faire pour pouvoir passer au-delà, activer d'autres leviers pour désactiver ce je sais pas, ou en tout cas, au-delà de le désactiver, pour en faire quelque chose qui va être utile pour l'enfant ou pour l'ado. Donc, souvent, ce je sais pas, il crée une forme de vide. On échange avec le parent, l'enfant, et puis il y a ce je sais pas qui arrive. Et ça peut nous crisper quand on accompagne parce que ça nous renvoie directement à la peur de ne pas savoir quoi faire et d'avoir l'air incompétente, parce que on a envie de bien faire justement et que le côté où je fais, où j'apprends et où je déroule des choses que j'ai apprises, c'est rassurant parce que on a appris une structure, parce qu'on sait que on va démarrer de telle manière, on poursuit de telle manière, etc. Sauf que ça prend pas en compte encore une fois la réalité de l'enfant ou de l'ado qui est là, et que quand il y a un je sais pas et qu'on n'arrive pas à aller au-delà, on se sent plutôt démuni. Donc, côté praticien, on va essayer de remplir le vide, on va essayer d'expliquer, de reformuler, et puis peut-être même qu'on va sortir cette phrase qui nous semble magique, et je vais pas vous jeter la pierre parce que moi, effectivement, quand je me suis formée en hypnose et que j'ai découvert la puissance de cette phrase-là, celle que je vais vous dire, je me suis dit, waouh, effectivement, ça invite à une forme d'introspection et à aller chercher plus loin. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous répond je sais pas, on va avoir tendance, ou on peut avoir tendance en tout cas à lui dire ok, mais et si tu savais, ce serait quoi? Parfois, ça marche, ce truc. Et si tu savais, ce serait quoi? Mais quand on est avec un ado qui peut-être n'a pas envie d'être là, qui peut-être a envie d'être là, mais dont la première réponse est ce je ne sais pas, parce que soit il ne sait vraiment pas, soit il ne sait pas comment formuler, soit il n'a pas encore suffisamment confiance en vous, en la relation thérapeutique qui s'est instaurée ou qui est balbutiante. Et donc, ce je sais pas, c'est aussi, ça peut être en tout cas une forme de
protection qui fait que quand on essaye d'arriver avec cette phrase qui peut nous sembler magique, ok, et si tu savais, ce serait quoi on peut activer beaucoup plus de résistance chez l'ado qui, lui, va se dire « T'es con, quoi. Franchement, si je savais, je te le dirais. » Alors, il va pas forcément vous le dire comme ça, mais c'est une forme de résistance intérieure qui peut vraiment se lever. Et on le voit chez beaucoup d'ados, chez qui on sent qu'il y a quelque chose qui se ferme, où il va essayer de trouver quelque chose pour vous faire plaisir ou pour vous lui lâcher la grappe. Et c'est pas ce qu'on cherche. Le but, c'est pas d'avoir une réponse pour avoir une réponse, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a finalement derrière ce je sais pas, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Donc, quand on est vraiment, quand on a cette expertise dans la technique et que on n'arrive pas à déverrouiller ce je sais pas, on peut être pris d'un sentiment de panique parce qu'on sait plus quoi faire justement. On va remplir les silences, les je sais pas par des protocoles. On va essayer de chercher autre chose. On va dire ok, on va tester autre chose. On va essayer de passer en force. C'est un petit peu ce que je disais avec des phrases telles que ok, et si tu savais, ce serait quoi? Sauf que ça risque de faire tout l'inverse. Moi, chez Kiddy Mind, ce que je propose plutôt, c'est vraiment d'accueillir et de valider finalement ce je sais pas. Ok, t'as le droit de pas savoir, il n'y a pas de souci. On peut utiliser aussi le silence vraiment comme un espace d'exploration. Et ce je sais pas finalement va nous permettre de vérifier l'engagement, le consentement de l'ado aussi à être là, parce que finalement, même si vous cumulez plein de je sais pas et que vous sentez qu'il y a la panique qui commence à vous envahir, on respire. Parce qu'en fait, peut-être que cet ado, il sait vraiment pas quoi vous répondre. Et donc ça, c'est notre boulot que de se dire, ok, je vais prendre un contre-pied, je vais essayer d'aller activer d'autres leviers. On va pouvoir aussi rassurer l'ado en disant, ok, c'est ok, on va faire autrement. T'es pas obligé de savoir tout de suite finalement, et c'est même normal le plus souvent, ça arrive régulièrement. Ça permet déjà de faire tomber la pression, ça permet à l'ado aussi de trouver une forme d'autorisation. Ok, j'ai le droit de pas savoir, j'ai le droit de savoir et de pas dire aussi tout de suite. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter l'épisode dans lequel j'explique comment accompagner un ado qui ne veut pas parler et comment on peut accompagner sans contenu à l'aveugle, parce que ça aussi c'est une technique qui est vraiment extrêmement puissante. Mais une fois qu'on a accueilli et qu'on a dit écoute c'est pas grave, ça arrive très souvent, on va voir comment on peut faire autrement, mais on va essayer de voir voilà, si on va pouvoir trouver des leviers à activer, soit du côté du oui, soit du côté du non. Je vous explique. On va lui dire, si tu as envie que ce qui t'ennuie en ce moment, là, parce qu'a priori, tu es là parce que tu as un problème, tu as une difficulté, donc moi, mon job, c'est de voir avec toi comment je vais pouvoir t'aider justement à dépasser cette difficulté. Donc, si tu as vraiment envie que ce truc bouge, moi, j'ai plein de techniques sympas qu'on peut tester ensemble. Est-ce que tu veux que je te montre? Est-ce que c'est OK pour toi pour que je te montre? Et donc là, on va avoir deux réponses possibles. Quand on dit est-ce que tu veux que je te montre quelque chose? Soit oui, et donc là, OK, on va pouvoir aller faire différentes choses, tester différentes choses. Soit non, et du coup, ça nous donne aussi des informations qui sont vraiment précieuses. En tout cas, l'idée, c'est de ne certainement pas passer en force pour aller trouver ce qu'il y a derrière ce je ne sais pas. Respecter ça, c'est vraiment hyper important et ça va permettre de vérifier son engagement. Donc, si l'ado vous dit « Non, moi, j'ai pas envie de tester des trucs. Là, ok, tu me dis que tu as plein de techniques super sympas. Moi, j'ai pas envie de tester ça. » Alors que l'ado vient a priori pour un problème qui l'embête. Donc, si c'est non, eh bien, c'est ce non-là qu'on va questionner. On n'est plus sur le je sais pas, on n'est plus sur le problème, mais on va venir questionner ça. Qu'est-ce qui fait que t'as pas envie d'essayer? Donc peut-être que il ou elle n'a pas envie d'être là, et ça c'est important à entendre. Et peut-être qu'il y a des choses à faire autrement. Peut-être que l'accompagnement, c'est plutôt du côté des parents qu'il faudrait le faire. Peut-être qu'il ou elle a besoin de se sentir davantage en confiance, et donc ça.
si c'est le cas d'ailleurs, si l'ado se sent pas suffisamment en confiance, ça peut être compliqué aussi pour lui ou pour elle de vous dire je me sens pas assez en confiance. Et donc on va pouvoir utiliser des stratégies de verbalisation pour pouvoir aider à nommer les émotions et ce qui se passe pour l'ado en ce moment ou pour l'enfant. On va pouvoir utiliser des cartes de besoins issues de la communication non violente. On va pouvoir utiliser des cartes émotions avec les plus petits. Là, l'idée, c'est vraiment de se mettre en mode ok, on va voir un petit peu qu'est-ce qui fait que là pour l'instant j'ai un non, avec l'idée que peut-être l'accompagnement va s'arrêter parce que si l'ado a pas envie d'être là, on va pas de toute façon forcer le truc parce que les parents nous disent si il faut, si il faut. Encore une fois, on se rappelle que quand on accompagne un enfant, un ado, il est important, essentiel même d'avoir un regard systémique. Et donc, si l'ado est pas la bonne porte d'entrée du système entre guillemets, eh bien, peut-être qu'on va pouvoir aller travailler davantage avec les parents et qu'il y a quand même des choses qui vont bouger. Et ça sera important de faire notamment de la psychoéducation avec les parents pour leur expliquer que, ok, votre ado, il n'a pas envie d'être là. C'est avec vous que je vais pouvoir travailler si c'est ok pour vous, mais ça va quand même faire bouger les choses. Et puis, peut-être que si c'est non, j'ai pas envie de tester les trucs que tu me proposes là, peut-être que c'est aussi parce que le problème qui est nommé et pour lequel il est censé être là, finalement, c'est pas tant un problème que ça. Pour lui ou pour elle au final, et donc autant le savoir tout de suite plutôt que de s'embarquer dans un accompagnement pour un truc qui finalement lui pose pas de problème. Voilà. Et puis si c'est oui, là pour le coup, génial, go pour tester l'hypnose. Hein. Si vous êtes formé à l'hypnose, ça devient vraiment un outil hyper puissant qui va permettre d'aller débusquer justement le vrai souci, qui est souvent pas celui qui est nommé et ou mis en avant d'ailleurs. Et on va aller contourner le blocage du mental. On peut même expliquer ça à l'ado, hein. C'est-à-dire que souvent ils ont quand même besoin de comprendre. Donc l'idée c'est pas de faire des trucs en tsum tsum. Hein. L'idée c'est vraiment encore une fois, de faire de la psychoéducation aussi avec l'ado et lui dire, voilà, tu vois, il y a ton conscient, en fait, qui bloque des trucs. Tu vois bien que toi, c'est un truc que tu aimerais changer, que tu aimerais faire évoluer et malgré le fait que toi, consciemment, tu sentes que tu as envie que ça bouge pas. C'est probablement parce qu'il y a des mécanismes qui se sont mis en place de manière complètement inconsciente pour X, Y raison, qu'on saura pas, peu importe finalement, mais qui fait que, ou qui font que, aujourd'hui, ton problème, il reste là. Peut-être parce que ça protège un truc, peut-être parce que si t'as plus ce problème-là, ça va ouvrir d'autres trucs. Ça, ce sont des questions puissantes. Hein. D'ailleurs, tiens, si demain, ou si là, dans 10 minutes, ton problème n'existe plus, qu'est-ce que tu risques du coup? Qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant d'aller explorer ça. Donc là voilà, si vous avez oui ok, je suis ok pour tester l'hypnose, allez-y, on va tester et on va pouvoir notamment utiliser une technique qui est celle du signaling où on va inviter la partie inconsciente. On part de ce principe-là, en tout cas, qu'il y aurait une partie que le conscient ne gère pas, puisque l'ado a envie de se débarrasser, même si vous me connaissez, vous savez que attention, quand on veut se débarrasser, on y va un petit peu plus mollo, mais je vais pas en parler aujourd'hui. En tout cas, on part du principe que voilà, l'ado est là, consciemment, il a envie que son problème s'en aille, sauf que on sent bien qu'il y a un truc qui bloque, qu'il maîtrise pas, et c'est là que l'hypnose va être intéressante parce qu'on va d'une certaine manière, inviter cette partie inconsciente, celle qui crée le problème, qui fait que le problème ou le comportement problème est toujours là. Et on va se retrouver comme si on était à 3 finalement dans la séance. Il y a nous, le praticien, la praticienne, l'ado qui est là, et puis la partie, donc l'ado avec sa partie consciente, hein, et puis la partie inconsciente de l'ado qui va être là. Donc on va installer un signaling. Un signaling, c'est un signal idéomoteur. Donc c'est un geste qui s'installe de manière inconsciente. Alors, si vous êtes sur YouTube et que vous me voyez en vidéo, j'agite mes doigts là depuis tout à l'heure parce qu'on va par exemple installer un signaling dans l'index, c'est-à-dire que on va faire en sorte que chaque fois que l'index, par exemple, bouge,
inconsciemment, je le rappelle, hein, eh bien, ça voudra dire que c'est un oui. Et une fois qu'on obtient le oui, je vais pas vous expliquer aujourd'hui la technique du signaling, et puis c'est pas le but. Si vous êtes formé en hypnose, logiquement, vous connaissez. Et puis, on va installer, bien évidemment, sur un autre doigt ou dans un mouvement de tête inconscient, peu importe, en tout cas, un mouvement qui va être visible et par vous en tant que praticien, praticienne et par l'ado. C'est très puissant, hein, quand il y a ces mouvements qui se créent de manière inconsciente. On va installer un autre mouvement dans le corps pour avoir un nom, de sorte que quand, si moi je pose une question verbalement à l'ado, je peux poser la question à l'ado qui va me répondre consciemment, et je peux poser la question à la partie inconsciente de lui qui, je rappelle qu'on part de ce principe-là, crée le comportement problème. Et donc, selon le mouvement qui va être là, si par exemple j'ai le oui dans l'index et le non dans le pouce, eh bien si le pouce bouge, je saurai que la réponse de cette partie inconsciente est un non. Et là où c'est intéressant, c'est que parfois la réponse est différente entre l'ado qui va vous répondre consciemment et la partie qui crée le problème. Et donc on va pouvoir comme ça jouer à 3. Ça peut être très intéressant d'ailleurs de poser d'abord la question à l'ado, lui dire tiens peu importe la question, voilà, je te pose la question X, l'ado va vous répondre oui bien sûr. Ok, c'est ok pour toi qu'on aille vérifier et qu'on demande à la partie qui crée ton problème si elle est ok avec ça. On repose la question. Donc peut-être que ce sera aligné et que cette partie inconsciente va répondre oui, mais parfois elle va répondre non. Et donc la réponse va être différente de la réponse que nous donne l'ado de manière consciente, qui lui peut être totalement honnête, transparent, aligné, mais pour autant, on voit qu'il y a une autre réponse. Et donc ça, on va pouvoir questionner ce truc-là. C'est extrêmement puissant parce que finalement, c'est un petit peu comme s'il y avait une autre personne avec nous dans la séance qui va nous aider à confronter un petit peu nos réponses et qui va permettre d'aller plus loin. Parce que quand l'ado vous dit oui, c'est complètement ok pour moi, et que la partie inconsciente répond non, ok, tu vois, cette partie-là, elle dit que plutôt non. Qu'est-ce que t'en penses? Souvent, ça provoque des rires un peu nerveux parce que l'ado répond pas oui pour vous mentir, mais parfois, il peut se mentir aussi à lui-même. Et de voir et ressentir, hein, puisque ça se passe dans son corps, qu'il y a une partie de lui qui dit c'est pas ça, non, là, je suis pas d'accord avec ça, avec ce truc-là. Ça crée souvent un recadrage extrêmement puissant. Ça crée de l'alliance aussi parce que ça permet aussi à l'ado de se dire ok, je vais pas pouvoir lui faire à l'envers quand même. C'est-à-dire que là, elle a la capacité, avec les outils qu'elle a, de pouvoir faire émerger chez moi, avec cette partie inconsciente, des réponses que j'ai pas forcément, c'est pas forcément envie de dire, mais en tout cas, voilà, une réponse que oui, c'est vrai que si je suis totalement honnête avec moi-même, c'est pas tout à fait ce que je raconte à longueur de journée. Et donc là, on ouvre des brèches dans lesquelles on va pouvoir travailler. C'est évidemment essentiel de toujours dire est-ce que c'est ok pour toi qu'on y aille, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que c'est le bon timing aujourd'hui, est-ce que t'as envie de bosser là-dessus, etc. Toujours vraiment hyper important, de façon à ce que l'ado sente aussi qu'il peut dire non à tout moment. Ça, c'est absolument indispensable. Et donc, cet échange à 3, hein, entre le praticien, la praticienne, l'ado et l'inconscient, c'est vraiment très puissant parce que ça peut faire émerger des émotions très, très rapidement, bien plus vite qu'avec les mots. Parce que, encore une fois, on court-circuite le conscient d'une certaine manière et que on va accéder à cette partie de nous. Je dis nous parce que si on se fait nous-mêmes accompagner de cette manière, on va vivre aussi une séance qui peut être très puissante émotionnellement, parce que quand à un moment donné on se raconte, et on est tous comme ça, hein, à se raconter des trucs, on va être pris dans des croyances, etc. Et quand le praticien ne se satisfait pas des réponses de surface et va gratter un petit peu plus pour avoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur, forcément, ça fait monter de l'émotion beaucoup plus vite. Et derrière, on déroule le tapis rouge. Hein, c'est-à-dire que quand il y a l'émotion qui passe même de manière très furtive, on va pouvoir dire tiens, c'est quoi l'émotion qui est passée là? Et le simple fait de faire ça, de ratifier finalement cette émotion, hein, ratifier, c'est quand on vient mettre des mots sur ce qu'on est en train de voir, ce qui permet de générer une prise de conscience aussi chez l'ado ou chez l'adulte pour le coup, de ce qu'il est en train de vivre. Et puis c'est aussi une manière de dire
je t'ai vu. Et donc, quand on se sent vu, quand on se sent entendu, quand on se sent écouté, au plus profond de ce qu'on a à l'intérieur, eh bien, l'émotion, elle, quand elle est vue, pouf, elle demande que ça. Et très souvent, elle peut arriver de manière assez puissante. Donc, il faut être prêt à ça. Il faut être OK aussi à accueillir des émotions, à pas se laisser impressionner et à dire oh, on va arrêter, je voulais pas te faire pleurer. Posez des questions. Ok, est-ce que c'est ok pour toi? Est-ce qu'on continue? Et vous ajustez en fonction, parce que très souvent, la personne qui vient vous voir, elle n'attend qu'une chose, c'est d'avoir un espace suffisamment sécure, avec un praticien suffisamment solide pour pouvoir justement laisser émerger et laisser vivre et se déployer les émotions qui sont là et qui n'arrivent pas à sortir finalement. Voilà, donc la vraie thérapie, entre guillemets, hein, elle commence ici, c'est-à-dire que les protocoles, ils vont ouvrir une porte, ok, ça va permettre de faire émerger des trucs. Le je sais pas, il va montrer vraiment le chemin, hein, c'est-à-dire que soit effectivement, il va nous emmener sur le chemin de j'ai pas envie d'être là, ça me saoule, c'est pas un problème pour moi, c'est pas le moment. Ok, on accueille ça, on accompagne les parents aussi à accueillir ça. C'est pas parce que eux sont prêts et eux ont envie que leur ado change que l'ado, lui, c'est le moment pour lui et on va pouvoir faire autrement. Et à l'inverse, si oui, on a envie d'être là, mais qu'on sait pas comment mettre des mots sur ce qu'on vit. Parce que c'est hyper compliqué, parce qu'on voit bien que même nous, adultes, on a très souvent du mal à mettre des mots sur ce qu'on vit. On va pas demander à nos enfants et à nos ados de savoir mieux faire que nous, pour le coup. Par contre, quand on est thérapeute et quand on accompagne, et encore plus avec l'hypnose, pas encore plus, en tout cas là je parle de l'hypnose, mais peu importe l'outil finalement, c'est notre boulot de pouvoir accompagner ça, de créer cet environnement, ce cadre de sécurité qui vont permettre à ce qui a besoin de se déployer, de s'exprimer, de le faire à ce moment-là. Et donc oui, c'est à vous d'être prête, hein, bien sûr, à accueillir ces émotions et à en faire quelque chose en tissant, bien évidemment, avec l'ado. Il ne s'agit pas nous de décider ce qu'on va faire de ces émotions, bien évidemment que non. Voilà pour cet épisode qui est assez court, hein. Aujourd'hui, ça faisait un petit moment que j'avais pas repris et j'avais envie de tester un petit peu. Vous me direz, n'hésitez pas d'ailleurs à venir me dire dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur la plateforme de podcast. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce format un petit peu plus court. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de vous former en hypnose enfant, vraiment d'apprendre à accompagner, à créer un cadre qui favorise le changement, à adapter l'hypnose, les outils, à savoir comment les utiliser, à savoir comment accueillir les parents, comment gérer la relation triangulaire, parents, enfants, ados, thérapeute, comment on gère tout ça finalement, comment on gère des demandes différentes, et puis comment on crée une vraie stratégie d'accompagnement sur le long terme et qu'on sort un petit peu de cette idée de baguette magique qu'on trouve assez vite et beaucoup plus d'ailleurs avec des outils comme l'hypnose. Eh bien rendez-vous sur kidi-mind.com. Vous verrez, vous avez la spécialité hypnose enfant ado et puis vous avez d'autres cours en ligne pour développer votre expertise si vous avez envie d'approfondir des problématiques particulières. Voilà, merci en tout cas et puis à très bientôt.